Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thérien. Bon lundi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio 100% camionneur. Je ne sais pas si vous avez été dans le blizzard en fin de semaine ou que vous étiez. Oui, on a eu quelques centimètres, pas encore assez tant qu'à moi, mais ça va finir par tomber à un moment donné. Et je souhaite qu'on puisse bénéficier des sports d'hiver à la hauteur de ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, on va parler avec des gens formidables un petit peu plus tard. Je vais avec la gang de la 11-17 qui fait des ravages. Ben oui, des accidents de camion, on va en parler tantôt. Mais on va se diriger tout droit de notre studio 22 de la région de Québec. Pourquoi qu'on l'appelle 22? Je ne sais pas, on va le savoir tantôt. Mais on va aller tout de suite rejoindre le chum Marceau ici sur Truck Stop Québec. Marceau, il n'a pas sa classe 1, mais il y a quand même de la classe. Truck Stop Québec. Marceau, Yannick Marceau. C'est vrai qu'il y a de la classe, Marceau. Moi, je le vois à l'écran présentement. Vous pourrez syntoniser la chaîne TikTok de Truck Stop Québec, YouTube et tout ça. Beau bonhomme. Même qu'on pourrait peut-être même dire que Marceau a toutes les qualités possibles. Et pour vous, mesdames, ce soir, Marceau dansera à votre table pour 10 $. Mais j'aurais pu être Gogo Boy, c'est ce que tu es en train de me dire là? Ben presque. J'ai raté ma carrière. Comment ça va, Truck Stop Québec? Ça Salut va les bien. messieurs, salut les madames, salut les autres. Ça va bien? Oui, ça va bien. Un bon début d'année. C'est reparti sur les chapeaux de roue. Puis, on va souhaiter à toute la gang une année en santé. Puis, à partir de là, ben, on peut tous se permettre si on est en santé. Hein? Effectivement, mais jusqu'à quand? Parce que c'est dur de dire où est-ce qu'on arrête de souhaiter la bonne année, Yannick Marceau. Est-ce que tu l'as dit encore? On en a parlé la semaine passée, mais tu sais quoi? Ma vie est beaucoup moins compliquée que la plupart des individus. Moi, ça me dérange pas si tu me dis ça. En 2024, au mois de décembre, bonne année, je vais toujours le prendre. OK. Je me casse pas la tête à savoir s'il y a une date ou pas. S'il y a des gens que tu vois que ça fait un bail que tu n'as pas vu puis tu le souhaites bonne année, c'est pas très grave. C'est sûr que si tu dis à ton collègue à tous les jours bonne année, tu peux paraître un peu bizarre, mais au moins, tu sais, les gens qui sont pas comme tout le monde sont remarqués des autres, tandis que ceux qui sont toujours comme tout le monde sont jamais remarqués. Hey, vous tous ramassez en neige dans votre coin, Ben? Ici, on a eu peut-être une forme de chance que vous avez moins à Québec. Je sais que vous avez fessé le 40 cm dans la ville de Québec ou dans la région de Québec. Oui, Québec, Montréal, un peu partout en province. Si je te disais que je pense qu'on a eu... par 2 tempêtes de neige. Là. Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir à quel point on ne s'améliore pas pour ce qui est du ramassage de la neige. C'est le cas à Montréal, c'est le cas à Québec. Je ne sais pas de quoi ça a l'air à Drummondville ni Trois-Rivières, mais on dirait qu'on devient de plus en plus poche pour ramasser la neige, alors que ça devrait être le contraire. Les techniques devraient s'être développées. Normalement, on s'améliore avec le temps, on ne s'empire pas. Puis là, de voir qu'il y a des commerçants sur l'île de Montréal qui disent un peu, là, il y a de la neige partout, le ramassage c'est difficile, il y a des vidanges au travers de tout ça qui sont pas ramassés, qui traînent là pendant des semaines et des semaines. Québec, c'est la même affaire. Je parlais avec un gars que j'aime bien, qui est commerçant sur quartier, un pub irlandais. Ouais. Puis lui disait, écoute, nous autres, depuis quelques années, là, les artères commerciales, la fin de semaine, ne sont pas déneigées, ce qui fait en sorte que sur quartier, qui est une des villes, des rues les plus touristiques qu'on a à Québec, ben en fin de semaine, c'est un one-way, alors que c'est un two-way, là, d'un bord et de l'autre sur quartier d'habitude, parce qu'il y avait des bancs de neige dans les endroits où les gens devaient se stationner. Fait que les gens ont décidé de se stationner pareil. Puis pendant un 15 à 30 minutes, il y a un pauvre chauffeur d'autobus qui essayait de faire sa trail sur quartier. Impossible. Puis là, c'est impossible. Il s'est rendu compte qu'il y avait des autos qui arrivaient à contresens. Puis là, le chauffeur d'autobus disait, moi, je peux plus sortir d'ici.
Et là, on est obligé de faire reculer tous les véhicules. Donc, les commerçants de la Ville de Québec se plaignent un peu parce que l'administration de la Ville de Québec, du maire Marchand, se pogne le cul. Et ça, c'est à se demander. Puis je ne sais pas ce que les camionneurs et camionneuses du Québec pensent là, chez Truck Stop Québec, mais puis toi, qu'est-ce que tu en penses, Ben? Mais j'ai l'impression que la guerre à l'auto y est pour beaucoup. C'est-à-dire, on va Je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler encore de peur de passer pour monsieur qui... ben un peu, mais effectivement, on dirait que parce que là, tu as un char, il faut que ça soit difficile. Est-ce que les pistes cyclables sont bien déneigées actuellement? Les pistes cyclables, encore là, je parle de ce que je connais, je ne parle pas de ce que je connais pas, du moins quand ma blonde n'est pas là. Les pistes cyclables sont déneigées entre 3h et 4h du matin à tous les jours. Bon. Ça veut dire que, puis j'écoutais en fin de semaine des gens dire, un spécialiste de la Ville de Montréal dire c'est normal que les pistes cyclables soient faites avant parce que c'est pas le même équipement. Puis l'équipement qu'on sert pour les pistes cyclables ne servirait pas ailleurs en ville. Les trottoirs, monsieur, pourquoi ils sont mal déneigés comme ça? Bien, c'est parce qu'il faut éviter les poubelles, il faut éviter les poteaux, les boîtes postales, les abribus. Tout ça. Oui, mais t'es payé pour faire ça. Oui. Ouais. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gens puissent se mouvoir dans la ville de Québec, dans la ville de Montréal, Drummondville, Trois-Rivières, qu'ils le fassent en vélo, en luge, avec des chevaux, je m'en sacre. Tout ce que je veux, c'est que d'avoir un retour sur mon investissement. Quand j'envoie des impôts au Canada, je veux avoir les services dont le Canada peut me subvenir. Je veux avoir les services que je paye dans la province de Québec. Puis à Québec, les commerçants, puis les résidents. Puis ça, on dirait que ça se rend pas toujours, là. Mais à Québec, si vous êtes citoyen de Québec, là, vous êtes les citoyens les plus imposés en Amérique du Nord. Et le retour sur investissement n'est pas là. Moi, j'ai vu un beau retour sur investissement à Québec. Ben, je sais que tu as souvent la chance de descendre, mais ce qu'on a sur Champlain, là, on a fait une belle promenade qui s'appelle Samuel de Champlain. Oui. Le fédéral a investi, le provincial a investi, et c'est de toute beauté. Et là, je considère qu'on a un retour sur investissement. Et quand je passe par là, je suis très fier d'avoir contribué à ça avec mes impôts. Mais quand je regarde le déneigement, quand je vois que le responsable du déneigement de la Ville de Québec, il n'y a même pas de char. Il se promène en vélo l'hiver. Il se promène avec le RTC pour aller à la ville. Hey, le gars, c'est le conseiller municipal qui est responsable du déneigement. Puis il n'est jamais sur la route. Il ne sait pas comment ça se passe. Puis c'est toujours le porte-parole qui est consulté. « Hey, Pierre-Luc, comment ça va le déneigement? »« Ça va bien, pas de problème. Les équipes sont à l'ouvrage. » Alors qu'il ne sait même pas, en fait. Puis tu sais, il y a une affaire là, dans le déneigement, là. Bon, on peut regarder le service qui est fait dans ta cour. J'imagine que tu as un déneigeur qui vient dans ta cour. Puis quand tu regardes ces gars-là qui sont payés, qui sont au privé, qui doivent faire des sous, puis qui doivent te donner un service s'ils veulent un renouvellement l'année prochaine, bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent 2 pouces, sont dans ta cour, sont en train de déneiger, puis ils mettent ça bien clean sur l'asphalte. Et là, tu as toujours l'espèce de charrue ou whatever qui vient te remplir ça parce qu'il passe à des heures impossibles. Bon, parlant tu m'as posé, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a votre neige ici. Ici, je ne sais pas, il y a des espaces, il y a des grands espaces pour mettre la neige, mais ils passent une fois dans la tempête. Ils vont passer le matin, ça s'accumule dans la route jusqu'à 1 pied. Après ça, probablement qu'ils vont passer. Mais il n'y a personne qui se lève la nuit pour déneiger les artères résidentielles ici, dans ma région. On dirait qu'on n'a plus personne qui veut le faire. J'étais à Drummondville ce midi. J'ai trouvé que c'était relativement bien déneigé. Il n'y avait pas de... Mais on n'a pas eu les centimètres annoncés. Mais il y a quand même eu 2 tempêtes. Il faut se l'avouer, Il y a eu 2 tempêtes. Normalement, on aurait dû déjà, pour la Ville de Québec, être en mesure préventive, soit déjà de ramasser le maximum de neige. On refera une belle run après, mettons, à partir de dimanche, quand la tempête a diminué en intensité. Aujourd'hui, demain, bien là, on nettoie comme du monde. Mais il n'y a pas, puis, tu sais, on va passer pour ce qu'on passe d'habitude comme complotiste, mais on dirait qu'il y a une guerre à l'auto qui est visée. Il faut que ça soit difficile d'avoir un auto. Puis après ça, bien, on va chialer de l'étalement urbain parce que les gens se sauvent, s'en allent en région, là où c'est mieux déneigé, puis là, on s'occupe d'eux autres.
Fait qu'à un moment donné, je pense que personne n'y gagne à ça. Puis si c'est pour sauver des sous, je suis à peu près sûr qu'on pourrait jaser avec des gars qui font du déneigement de route. Puis d'après moi, on doit être capable de s'entendre avec ces gens-là pour déneiger. Ouais, ben c'est que c'est la fin de semaine. Là, puis la fin de semaine, ce qu'on me dit, c'est que les gars sont payés automatiquement à temps et demi. Puis si on fait beaucoup d'heures pendant la semaine, ben là, tu comprends que ça peut même se transférer à temps double. Fait qu'on essaie peut-être de sauver de l'argent du côté de la Ville de Québec puis des autres villes. Mais cela dit, les camionneurs, on l'a eu, ben, je dis on exclut la personne qui parle. Je pense que vous ne l'avez pas eu facile dans les derniers jours, alors que vous l'avez eu très, très facile au mois de novembre et décembre. Il n'y a pratiquement pas eu de neige. C'était en fin de semaine, je montais vers Montmagny, puis j'ai vu un camionneur. Ça semble être un jackknife là, que le camionneur a réalisé, mais la boîte arrière, c'est ouverte. Donc, la remorque, là, elle s'est ouverte par l'arrière. C'est comme si le panneau avait arraché totalement. Puis il y avait des boîtes qui ont tombé à terre. Tu sais, comme on peut voir dans les films, des fois, on se dit, hey, c'est exagéré un peu. Ben là, c'est exactement ce que j'ai vu, moi, hier, dans le secteur de Montmagny. M'en allait à la c'est à la halte routière de Bellechasse. Ah, ouais. On m'a demandé. Ouais, peut-être, ouais. On m'a demandé mes commentaires à RDI hier là-dessus. Et l'histoire, là, est fabuleuse. OK? Le camionneur... mais ça a été médiatisé? Oui. OK. Le camionneur s'en va, là. Il est ça à 20, OK, Yann? Puis là, il roule. À un moment donné, il arrive à une poudrerie du maudit. Fait que lui, il sait plus trop. Il continue. Écoute, je le jugerai pas, mais il aurait eu juste à relever l'accélérateur. Ça aurait probablement aidé un peu, mais en tout cas. Fait que là, il roule. Il voit plus rien. Puis il est ça à 20. À un moment donné, l'asphalte a de l'air à s'en aller là. Rentre dans le reste area, oui, badang! Percute le truck en arrière. Il l'a jamais vu. Non. Puis là, ils ont été mettre la remorque scrap un peu plus loin. Puis l'autre qui était défaite en arrière, c'était de la pâte feuilletée pour de la cuisson. Fait que là, tu sais, c'est sûr que quand tu es rendu à jamais lâcher le gaz puis tu rentres dans le restaurant au fond, comme j'ai dit aux journalistes, j'ai dit peut-être qu'une formation aurait été adéquate dans ce cas-là, sachant très bien qu'il n'y avait pas de Québécois au volant là, cette journée-là. Ah non? Non, il n'y avait aucun Québécois. Puis je ne veux pas parler contre les ethnies, mais je pense qu'à certains égards, ils ne comprennent peut-être pas les 4 saisons qu'on vit ici au Québec. Non, c'est ça. Puis on les ça pousse... prendrait au minimum une formation en hiver pour ce qui est de ces gens-là qui n'ont jamais connu la neige. Mais c'est ça. Écoute, je ne savais même pas que ça avait été médiatisé, mais quand j'ai vu le derrière de remorque tout éventré, tout défait. Je me suis dit, ça doit être spécial ce qui s'est passé. Là. Ça devait être un choc. Yann, faut en parler une fois par hiver au moins. C'est que quand on roule en camion, premièrement, on est des fabricants de tornades de neige puis de blizzards. Quand on dépasse un véhicule, là, c'est dommage pour le véhicule, mais il mange une maudite volée avec la neige qu'on propulse en arrière et tout ça. Puis on devrait avoir cette pensée-là. Quand vous dépassez un véhicule, je le sais qu'il n'y a pas de recette miracle. Puis si vous le dépassez à basse vitesse, on dirait qu'il reste plus longtemps dans le tourbillon de neige qu'on fait en arrière. Mais à très basse vitesse, le tourbillon va être moins important. Mais il y a toujours une crainte à savoir qu'est-ce que l'automobiliste ne verra plus, puis à quel endroit il va arrêter. Ça peut être dangereux. Est-ce que le dépasser à très haute vitesse, puis que la tempête tombe après tout de suite, je ne sais pas. On dirait qu'on n'a pas de recette miracle avec ça. Puis parce qu'on a 18 roues, ça fait en sorte que ça n'en déplace. Puis la neige folle, il n'y a rien de pire que ça. Fait que ça serait quoi la meilleure façon de faire? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est de ralentir au maximum? C'est ce qu'on nous donne comme information. Mais d'un autre côté, c'est que si je te dépasse pendant 2 km avec une tempête de neige, des bourrasques de neige en arrière du véhicule, c'est sûr que tu ne vois pas clair. Ça va t'amener à slacker. Puis d'autres vont dire, reste en arrière du véhicule, mais s'il roule 30 000 à l'heure parce que lui, il a peur, puis que toi, tu es plus un peu habitué ou tu as moins peur et tu roules 50 000 à l'heure, on devient tous des dangers. On dirait qu'on n'a pas de façon de s'en sortir poliment de cette situation-là, autre que de dire, on va essayer d'y aller tranquillement, puis quand un véhicule est là, essaye de slacker. Il n'y a pas de recette miracle.
Non, c'est ça. Hey Ben, je sais pas si tu as vu ça passer ou si c'est un rêve que j'ai fait pendant la nuit, mais chers camionneuses et camionneurs du Québec, je pense régulièrement à vous pendant la nuit, si c'est le cas. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait des... Comment? Est-ce que tu as des noms? Je sais pas, ça finit toujours par A. Pamela, Bianca. Si vous êtes camionneuse, c'est à vous que je pense. Tant que c'est pas Benoît. J'ai vu que aux États-Unis, il y avait eu des recours collectifs contre les entreprises pour que finalement les camionneurs et camionneuses puissent être payés pendant la nuit pour être en charge de leur véhicule. T'as-tu vu ça passer? Oui, on l'a posté sur Truck Stop Québec en plus. Ah, c'est ça que j'ai vu. Et ça, c'est un débat, m'a dit Yann. Quand Sophie a écrit le texte, je pense qu'elle a ouvert une boîte de Pandore parce que les normes du travail ne prévoient pas réellement de payer un coucher dans l'industrie du camionnage. Ça veut dire que j'arrête ce soir. Bon, il est 4h20, ça va peut-être arrêter à 6h, manger une croûte, 7h, va aller prendre une douche, 8h, moi écouter du Netflix dans le truck. Bien, de 8h à aller, mettons, jusqu'à 6h, 7h demain matin, j'ai pas un sou pour ça. Fait que je ne suis pas payé pour dormir, vous allez me dire, mais je suis pas à la maison. Tu sais, ça me coûte de quoi Netflix, ça route, les datas puis tout ça. Ça me coûte quelque chose. Fait que là, c'est un débat qui a été fait aux États-Unis. Et c'est des gens de compagnies assez de grande taille là, qui ont décidé d'aller devant la cour et d'exiger un paiement. Puis là, on ne pourra pas payer un salaire minimum pour eux autres. Je ne sais pas si tu me suis, là, mais oui, je ne pourrais pas dire que le salaire minimum aux États-Unis, qui est peut-être de 12 piastres de l'heure, bien, je vais le donner de 8 heures à aller jusqu'à 6 heures demain matin pour avoir dormi. En fait, ce qu'ils demandent, eux autres, c'est après 8 heures de dodo, parce qu'un humain, normalement, doit dormir 8 heures, c'est que si je suis obligé d'arrêter 10 heures, bien, tu me devras 4 heures pour... On ne donnera pas de temps pour le temps de dormir. Puis moi, j'ai toujours dit, OK, c'est correct, je ne suis pas payé pour dormir. Donc, ça veut dire que je peux abandonner mon camion et m'en aller à l'hôtel à côté et dormir d'un lit d'hôtel. C'est ma demande personnelle. Mais non, il faut que tu watches le chargement. Mais je ne peux pas watcher le chargement. Je ne suis pas payé pour watcher le chargement. Tu comprends que c'est un débat là, qui, on dirait que c'est comme un peu qui a mis le caramel dans le caramel. On n'arrivera pas à... Oui, mais tu sais, Ben, je ne sais pas s'il y a des camionneurs et camionneuses qui s'opposeraient à être payés d'une façon supplémentaire pour surveiller le camion. Là. Je pense que la plupart des gens seraient très heureux de ça. Mais moi, j'ai des chums qui travaillent dans la construction, puis ils font un métier assez technique dans la construction, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas tout le temps de la job pour eux autres à Québec, mais ils résident à Québec, puis l'entreprise est basée à Québec. Donc, quand ils sont appelés à travailler à l'extérieur, que ce soit à Drummondville, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit à Montréal, même jusqu'à Gatineau, ça va très loin, cette entreprise-là, bien, ils ont une pension supplémentaire parce qu'ils ne sont pas chez eux. Oui. Donc, sont logés, sont nourris, puis une petite paye de plus, un bonus de plus parce qu'ils ne sont pas chez eux. Donc, si on le fait pour l'industrie de la construction, pourquoi on ne le ferait pas pour nos camionneurs et camionneuses? Ils sont obligés de surveiller le camion parce que s'ils se font voler à remorque, bon, la première fois, tu vas te faire taper un peu ses doigts en disant « Ouais, t'étais loin de ta remorque, tu l'as fait voler. » Mais la deuxième fois, ça va être terminé. Les gars, ils vont se faire crisser dehors. Oui. Puis par quelque chose que tu n'es pas payé pour faire, mais ça fait partie de ton environnement, de tes tâches de travail jusqu'à un certain point, mais tu n'as pas de salaire qui en découle de ça. On est un métier où je suis certain, Yann, que les boss des compagnies, parce que je le sais, mon boss, il ne me paye pas, mais les boss de compagnies de transport vous le donneraient s'ils l'avaient dans leur poche. OK? Pourquoi? Parce qu'on négocie toujours des taux. Et si tu me dis, en fin de journée comme aujourd'hui, Yann, « Hey, tu sais, Ben, j'ai un 22 palettes qui part de la Ville de Québec qui va en Georgie. Je te charge un prix X. » Ah, mais là, ton compétiteur X, lui, il me charge 300 $ de moins. OK, il m'a te le faire 325 de moins. Ouais, mais là, j'en ai une autre qui appelle, puis lui, 400 $ de moins. OK, il m'a te le faire 450 de moins. On est toujours dans une négociation de taux dans notre industrie depuis la déréglementation. Et je pense que ce règlement de taux-là, ou en tout cas les taux, font en sorte qu'on est incapable d'augmenter
premièrement, les salaires. Et le boss, il ne peut pas te donner ce qu'il n'y a pas dans ses poches. Puis les conditions, ben, il ne peut pas les améliorer si, en bout de ligne, on n'a pas techniquement dit, bon, ben regarde, on a réussi à avoir un bon taux, on va te donner des bonnes conditions, un beau troc-pneu. Non, tu sais, on est pogné toujours, Yann, entre l'arbre et l'écorce. Et il n'y a rien qu'on peut faire pour améliorer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être trop de camionneurs. Tu sais, durant la pandémie, là, les salaires ont explosé. Partant à des endroits de 49 sous, tombés à 60 sous, 65 sous du 1000 et dernièrement du 70 sous du 1000 et plus. Je m'en vais travailler pour une compagnie de team, je vais faire de l'Ouest américain. On va me donner, mettons, on part en team, toi puis moi, on va me donner quasiment 71 sous du 1000. Fait que ça fait une maudite belle paye aller-retour, mais ils ne sont pas tous dans le même bateau, puis ils n'ont pas tous des offres alléchantes de même. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Ça serait de retourner en réglementation du transport, mais du transport, ça veut dire que est-ce que je te donne le corridor, toi, de la Ville de Québec avec 5 autres transporteurs, vous gérez ça? Est-ce que moi, on me donne la région de Plessisville, puis tu gères la région de Plessisville? Fait que on dirait qu'on ne sera jamais capable d'obtenir ça tant que ça ne sera pas imposé comme aux États-Unis par des tribunaux. Parce que si moi, là... Mais c'est tout le temps ça. Moi, je déteste les lois, OK? Parce que les lois n'ont pas été mises pour des gars, des filles comme toi puis moi. Les gens qui sont capables de respecter les autres. Les lois ont été faites pour les maillons faibles de notre société. La raison pour laquelle on te dit que tu ne peux pas rouler plus qu'à 100, c'est parce que, de un, on établit qu'à 100, la majorité des gens ne savent plus conduire puis sont dangereux. Fait que, puis en bas de ça, le minimum, c'est 60. Il y en a qui... roulent à 60 qui sont aussi dangereux sur l'autoroute. Mais on est obligé de légiférer pour dire, regarde, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Si tu tues quelqu'un, tu vas avoir une sentence. Regarde, tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un. Si tu frappes quelqu'un, tu vas avoir une sentence. On a toujours mis des lois en place pour les plus idiots d'entre nous. Puis, mais dans ce cas-ci, Ben, je suis obligé de dire, hey, t'as raison. Il faudrait que les gouvernements se prennent en main et disent pour l'industrie du camionnage, pour les travailleurs et travailleuses de l'industrie du camionnage, quand ils sont responsables d'un camion, quand ils ne sont pas chez eux, savez-vous quoi? Ce sera comme dans la construction. On va les payer pour être à l'extérieur de chez eux, comme on le fait pour tout le monde. Pourquoi? Vous autres, ce serait différent des autres, Ben. Pourquoi dans le camionnage, c'est tout le temps plus long qu'ailleurs? Bien, c'est justement... c'est parce que... Imagine-toi, si vous aviez le syndicat du Front commun, vous auriez eu une belle augmentation de salaire, un 17 %. Bien, tu sais, il y en a des entreprises de syndiqués dans notre industrie, puis des fois, les gestionnaires appellent les syndicats, il faut rouvrir la convention. Tabarnouche, je ne sais pas ce qu'on a négocié, mais on est en dessous de la masse salariale de l'industrie. Il faut remonter. C'est les boss qui appellent pour faire remonter ça. Mais pourquoi qu'il faut une loi? C'est parce que, mettons que tu as 10 trucks, j'ai 10 trucks. On a sensiblement les mêmes clients. On chicane pour les mêmes clients. Je décide, à partir d'aujourd'hui, d'offrir, je ne sais pas au moins, 80$ par nuit pour mes chauffeurs qui atteignent le maximum du logbook. Tu sais, dans le fond, ils vont arriver à 6 h, 7 h à soir, ils ont fait leurs heures, tout est top shape. Bien, je donne 80$ pour la nuit. Toi, tu sais ça. Tu le sais que pendant une moyenne de 4 nuits à 5 nuits, ça va me coûter jusqu'à 400$. OK? Fait que 400$ de plus par semaine, bien, tu sais que je vais être obligé d'augmenter quelqu'un quelque part. Fait que je vais aller cogner à la porte tu vas venir cogner à la porte de mes clients, puis tu vas dire, moi, je suis capable de te faire 200$ meilleur marché. Je ne le donne pas à mes chauffeurs. M'a donné 200$ meilleur marché sur ton voyage pour attirer tous tes voyages. Moi, je perds mes voyages parce que j'ai décidé d'offrir plus. On a tellement de compétition dans notre industrie que je ne sais pas si on va y parvenir un jour sans les cours, sans les CNESST, mais on est souvent régi par le fédéral, donc les normes fédérales. Je ne sais pas si on va parvenir à avoir un jour des conditions décentes et des salaires qui peuvent être ajustés. Puis comme je disais... Moi, j'ai parlé avec des camionneurs, là, puis ils me disent tout, l'industrie ne se tient pas.
Ouais. Yann, l'industrie se tient pas. À chaque fois que tu en as comme une centaine de ton bord, il y en a 100 qui sont complètement désaffiliés, puis qui font leur petite affaire. Puis s'ils peuvent couper les prix, ils vont le faire parce que les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est survivre. Quelque part, on les comprend. Là. Mais on dirait que c'est facile dans l'industrie de la construction que les gars se tiennent. Mais dans le camionnage, c'est bien rare. Tu sais. Ouais, malgré qu'il y en a qui se sont tenus à Ottawa et on les a appelés les terroristes. Là. Ouais. Oui. Mais d'un autre côté, tu sais, ça n'a rien changé. Non, c'est ça. Même si on changé. dit ces gens-là se sont tenus à Ottawa, ça n'a rien changé. Puis dans notre industrie, demain matin, je lève la main puis je dis on arrête tout le transport tant qu'on n'a pas des taux. Il y en a 10 autres qui vont être en arrière. T'as rien, pas. Puis là, ça va finir que il y en a 90 qui vont partir de leur côté puis qui vont dire bon, ben ça y est, faut pas que l'industrie s'améliore. Puis tu sais, quand on dit l'industrie s'améliore, là, ben faudrait que si je cote un prix X, mais qu'il n'y en ait pas 200 côtés qui puissent coter moitié prix. Puis nous autres, faut pas se leurrer, là. On compétitionne avec des chauffeurs Inc. qui n'ont pas la même structure que nous autres. On chicane aussi avec les nouveaux arrivants, ceux qui ont justement eu du travail assez rapidement, peut-être moins formés. On les paye moins cher. Pourquoi? Parce qu'on a probablement payé le billet d'avion et on leur a offert des meilleures conditions. Fait qu'il faut se battre avec tout ce monde-là qui coûte moins cher et qui sont aussi performants. Promène-toi ça à 20 et ça à 40, là, la fin de semaine, OK? Pas la semaine. La semaine, tu vas avoir plein de Québécois. La fin de semaine, là, le corridor Ontario, Ouest-Canada et Province-Atlantique, là, m'a te dire, il n'y a pas grand Québécois dans l'équation, là. Pourquoi? Probablement que c'est moins cher de prendre des gens, peut-être même des provinces maritimes ou peut-être même de l'Ontario, qui coûtent moins cher. Fait que comment est-ce qu'on peut la solution, Ben, c'est que ce soit le gouvernement qui prenne ça en main puis que ce soit une obligation quand le camionneur ne dort pas chez eux. Il faut qu'il y ait une petite pension supplémentaire pour la nuit pour s'occuper du camion, du chargement. Bien, ce que je pense, Yann, c'est que ça s'est fait aux États, la porte est ouverte. Il y aura probablement quelqu'un au niveau canadien qui va lever la main un moment donné puis qui va dire on va aller devant les instances gouvernementales, on va chicaner avec eux autres. Et on va essayer d'avoir gain de cause sur les heures de couchette, payées ou non. Puis ça sera à court à trancher. Puis si elle tranche, bien, ça ouvre une boîte de Pandore dans l'industrie. Et qui va payer? Qui ne payera pas? Tu sais, je parlais des chauffeurs Inc. Un chauffeur Inc., lui, il fait une facture. Est-ce qu'il va... Lui, il ne sera pas en mesure de demander un paiement par nuit. Ça va être l'employeur qui va décider s'il donne ou pas. Puis, connaissant bien les employeurs vont peut-être se foutre ça dans le portefeuille puis dire non, on ne te le donne pas, tu es un chauffeur Inc. Parce que le modèle Inc., ben, il soustrait à beaucoup de déductions et d'obligations fiscales. Mais c'est au gouvernement à légiférer. Tu sais, il y a des grandes entreprises actuellement au Québec, des fournisseurs d'épicerie, pour ne pas les nommer, qui ont jeté dehors des compagnies de transport du Québec, qui payent leur déduction, qui payent tout ce qu'ils doivent au gouvernement provincial et au gouvernement fédéral. Puis on a décidé de rentrer des compagnies à chauffeurs Inc. qui nous coûtent moins cher, mais qui ne participent pas à l'effort collectif. Fait que, tu sais, on est dans un métier qui boite présentement et je ne sais pas qui peut ramener ça sur la traque. Je ne sais pas. OK. Hey, on va changer un peu de sujet, si tu veux bien. Ben oui. Tu sais, là, on est sur les ondes de Truck Stop Québec, donc il y a des millions de personnes qui nous écoutent en même temps. En plus, il y a des milliards de personnes qui nous écoutent sur TikTok. Ne nous sous-estime pas. Savez-vous quoi? Si vous êtes un monsieur, vous voulez devenir une madame, c'est de vos affaires, c'est pas de mes affaires. Si vous êtes une madame puis vous voulez devenir un monsieur, c'est de vos affaires, c'est pas de mes affaires. Par contre, quand il y a des choses qui se passent dans l'actualité, on doit en jaser, et surtout quand il y a du débordement, OK? Tu te souviens-tu de la joke qui circule depuis des années au Québec? Et c'est l'histoire d'un médecin qui doit annoncer quelque chose à son patient. Et, regarde, je vais te faire rentrer dans le cabinet. Fait qu'on ouvre la porte.
Et là, le médecin dit Monsieur, vous avez un cancer de la prostate. Et la personne qui est en face dit c'est pas monsieur, c'est madame. Et je m'appelle Et là, le médecin Gisèle. dit Madame, vous avez un cancer de la prostate. Tu te souviens de cette joke-là? Elle était contée un peu différemment pour que ce soit drôle, mais je veux pas que ce soit drôle. Je veux juste exposer la situation. Dans la presse de ce matin, si vous allez sur le site de la presse, l'article est toujours disponible. C'est le conseil de discipline qui a agi contre un médecin parce qu'il aurait mégenré un patient trans. Ben voyons, toi. Et tu comprends qu'il a été radié 3 mois, soit dit en passant, et tu comprends que pour un médecin, c'est important pour lui, à la base, de savoir s'il s'adresse à une personne biologiquement homme ou une personne biologiquement femme. Parce qu'à l'intérieur, je le sais que le cerveau peut être différent et tout ça. Je comprends ça, puis je répète, j'ai du respect pour vos décisions, c'est de vos affaires, c'est pas des miennes. Mais pour ce qui est du médecin, quand il s'adresse à une femme trans, ben, il doit savoir que la femme trans, née biologiquement homme, a une prostate. Au même titre que l'homme trans, qui est biologiquement femme, qui est né biologiquement femme, a des ovaires, a une vulve, a un appareil de reproduction féminin à l'intérieur, même si à l'extérieur, la personne est transsexuelle. Puis je pense pas que le médecin a manqué. C'est correct, là, il a dit monsieur, c'était madame. Il aurait été impoli, puis il lui aurait dit, ben écoutez, parce que biologiquement, vous êtes un homme et biologiquement, vous êtes une femme parce que c'était une personne née biologiquement femme qui était devenue un homme. Et elle lui a exprimé le malaise. Arrêtez de dire que je suis un homme. Biologiquement, je suis une femme. Arrêtez de dire que je suis une femme biologiquement, je suis un homme. C'est rendu compliqué. Hein? J'essaie de te suivre. C'est un homme opéré en femme? Non, c'est le contraire. C'est une femme qui est opérée en homme. Qui amorce sa transition pour être un homme. OK. Et là, le médecin s'adresse à cette personne-là comme étant une personne née biologiquement femme. Et elle était outrée de ça. Puis ce qu'il faut dire aussi dans l'article, ce qu'on peut apprendre, c'est que la personne enregistrait la conversation avec son médecin. Donc, tu comprends que la personne avait probablement déjà un genre de billet dans sa tête, comme quoi elle allait se faire mal recevoir, puis avec une opportunité de poursuivre ensuite. Là. Attends un peu, là, Yann. Là. C'est pas le contraire que c'est un homme qui est rendu une femme? Parce qu'une prostate, d'après moi, ça n'existe pas vraiment sur une femme. Là. Non, ça, c'était pour la joke. Parce que la joke, c'est monsieur, vous avez un. Monsieur. Je suis aussi mêlé. L'autre personne dit non, c'est madame. OK, madame, vous avez un cancer de la prostate. C'est ça qui circule, la joke au Québec depuis des années. Mais je m'aperçois que je vous ai plus mêlé que d'autres choses. Mais cela dit, le docteur Raymond Brière a répété au patient qu'il était biologiquement une femme en dépit des demandes de ce dernier de le désigner en utilisant le genre masculin. Et ça a déplu à la transsexuelle ou au transsexuel. Puis ça a fait en sorte que ça s'est ramassé au conseil de discipline et le gars a été banni pendant 3 mois. Il ne peut pas travailler pendant 3 mois comme médecin. J'en reviens pas parce que ça ouvre aussi une porte à tous les gens qui vont se tromper de genre. Mettons que, je sais pas, tu rentres dans l'avion, tu t'en vas dans le sud. Bonjour, Madame Marceau. Hey, c'est monsieur à cette heure. Excusez-moi, je vais te faire une plainte. T'sais, est-ce qu'on va faire des plaintes partout parce qu'on se trompe de genre? Oui. Il y en a, sur les 100 personnes que vous allez rencontrer qui sont transsexuelles, c'est peut-être 0,03% de gens qui vont avoir cette attitude-là, qui seront vraiment pas heureux que vous vous soyez trompé. Tu réponds au téléphone, la personne a la voix Benoît Terrien. Ouais. T'es comme porté à dire oui, monsieur, mais finalement, Benoît, il a pris une décision il y a 3 ans, puis il est maintenant rendu madame, il est chez eux en madame. Comment s'appelle celle? Tu sais pas au téléphone. Comment s'appelle celle qui fait des chroniques un peu partout dans les radios de Québec? Là, je pense qu'elle est avocate ou... Micheline Montreuil, mais Micheline, ça fait longtemps qu'on ne la voit plus dans les médias. Là. Mais Micheline elle a Montreuil vraiment... est une des premières qu'on a eues à Québec, une excellente professeure en droit, soit dit en passant. Effectivement. Elle, ça répond au téléphone. Ça se peut, je me trompe et je l'appelle monsieur. Je l'ai déjà rencontré à un moment donné dans un restaurant à Québec. Puis, tu sais, on entend des choses. Puis elle parle, elle a une voix d'homme, naturellement. Puis,
était avec d'autres personnes. Puis j'aurais cru que c'était un homme si je ne m'étais pas retourné et je ne l'aurais pas vu. Puis j'ai dit, oh, c'est elle qui fait des chroniques dans quelques stations de radio à Québec et tout ça. Fait que, et elle a vraiment une grosse voix. Tu sais, c'est plutôt rare d'entendre, mettons, des gens qui veulent changer de sexe, changer de voix, le temps de le dire comme ça. Puis je ne sais même pas si ça se change comme voix. Demain matin, tu dis, hey Ben, j'ai pris ma décision, je vais devenir une femme. Mais comment est-ce que tu vas être capable de faire une transition de voix pour en arriver, tu sais, à la voix d'une femme? Là, maintenant, ça se fait de plus en plus jeune, ce qui fait en sorte qu'ils sont capables de prendre des médicaments qui vont faire en sorte que ça va bloquer, mettons, le niveau de testostérone. Donc, la croissance va être différente. Fait qu'ils n'auront pas à se forcer pour la voix. La majorité des transsexuels essayent de prendre une voix de femme. Parfois, c'est réussi. Parfois ça ne l'est pas pantoute. Tu as l'impression que c'est un sketch, tu sais, puis ça ne doit pas être facile pour ces gens-là. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage avec qui j'ai étudié, puis je vais me permettre de nommer son nom parce qu'il est très à l'aise aujourd'hui, mais il s'appelait Gino. Okay. Et Gino, pendant toute sa vie, c'est un gars qui est né biologiquement homme. Et par la suite, il a pris une décision autour de 40 ans que le malaise qu'il avait dans sa vie, c'était probablement dû au fait qu'il aurait toujours voulu être une femme. Fait qu'il a amorcé sa transformation à 40 ans, ce qui fait en sorte que sa voix, tu comprends qu'il a une voix pratiquement aussi grave que toi, Ben. Donc, c'est dur pour lui d'être au téléphone puis de passer pour une femme. Moi, je considère, parce que je le connaissais avant, là, je considère qu'il a grandement amélioré son français. Il y a des agissements qui s'apparentent aux femmes, mais je ne sais pas si ça vient avec les bloqueurs d'hormones et tout ça. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que pour la voix, dans le cas de Gino, qui est devenu Gina avec le temps, ben lui, ça n'a pas changé. Là. Elle est encore avec sa voix d'homme. Là. Ça risque de peut-être jamais changer, on ne le sait pas. Mais ça ne changera jamais. Là. Mais peut-être que la science fera des percées à un moment donné, puis... au laser, je ne sais pas, est-ce qu'on peut jouer sur les cordes vocales? J'ai aucune idée, mais il y aura peut-être quelque chose qui se fera à un moment donné. Mais je ne sais pas, mais c'est de la grande souffrance, Ben. Ça doit être de la grande souffrance pour en arriver à ça, on va se le dire. Là. Ça doit vraiment, vraiment faire mal en dedans pour décider du jour au lendemain de changer de sexe. Là. Bien, c'est psychologiquement, c'est de même, il faut le voir. Il y avait quelqu'un sur TikTok qui avait fait une transition. J'écoute la vidéo, OK? Puis ce qu'elle dit, c'est qu'une fois qu'il y a eu l'ablation des parties masculines, bien, ils ont fabriqué un vagin et tout ça. Et il faut, pendant une période au moins de 6 mois, qu'elle s'insère des choses à l'intérieur. Puis c'est des choses expressément pour ça. Là. C'est pas un jouet sexuel ou quelque chose comme ça. Et c'est pour maintenir la forme et pour aussi faire des exercices pour que ça reste comme ça, là, tu sais. Puis est-ce qu'après ça, ils ont du plaisir? J'imagine que s'ils le font, c'est pour une partie de plaisir aussi. Mais effectivement, ça prend des gens courageux pour se rendre jusque-là. Et bon... on ne peut pas juger ça, excepté que moi, je trouve que pour le médecin, c'est une sanction un peu trop importante pour avoir été jusque-là. Là. Parce que les médecins doivent savoir. Là, je comprends qu'au niveau du cerveau, ça peut être extrêmement complexe, puis la société, des fois, a besoin d'être éduquée sur certains trucs, mais au niveau de ton corps, je ne sais pas si dans une autre forme de vie qu'humaine, ça existe, là, des animaux qui ont les deux sexes, probablement. Oui, sûrement. Mais pour ce qui est des humains, tu nais soit avec les organes mâles ou soit avec les organes femelles. Puis à l'intérieur, c'est différent. On n'est pas pareil. Si je retrouve ton squelette dans 250 ans, Ben, je vais savoir... avec des analyses, que tu es un homme à la naissance, au même titre que si tu amorces ta transition, ce que on ne le saurait pas. Ben non, t'as peu. Si tu amorces ta transition, on ne saura pas que tu es un homme devenu une femme dans 250 ans quand on va retrouver. Parce que tu vas avoir ton ossature, tu vas avoir
un os à un certain endroit qui va définir que tu étais un garçon. Oui, effectivement. Mais ça, les trans ont une certaine catégorie, un faible pourcentage. On dirait qu'ils ne sont pas capables de se l'enlever de la tête, puis ils enregistrent les conversations avec un médecin. T'sais, ils sont rendus là parce qu'ils veulent prendre des gens en défaut. Quand ils appellent chez Bell, ils enregistrent leur appel pour être sûr et certain que s'ils se font mégenrer, ils vont pouvoir mettre ça sur les réseaux sociaux puis avoir des amis qui sont un peu comme eux puis qui sont fâchés. T'sais. Comment tu as dit ça, c'était avant les fêtes? Problème de riches? Ah, on a vraiment des problèmes de riches, là. Tu sais, je t'annonce que ça, en Afrique, ça n'existe pas, là. En Afrique, pas leur pour savoir. première préoccupation, c'est de manger, tu sais. Oui, on ne chicanera pas pour savoir si le médecin t'a appelé madame au lieu de monsieur ou monsieur au lieu de madame. Non, puis tu sais, je trouve ça dommage pour la personne trans, là. Je veux dire, c'est une personne qui visiblement souffre beaucoup, mais tu sais-tu qu'est-ce qui me fait encore plus chier de son geste? C'est quoi? C'est que là, il y a un médecin, on en a beaucoup de médecins au Québec. Là, il y a un médecin qui ne pourra pas travailler pendant 3 mois. Il ne pourra pas aider des patients qui en ont peut-être besoin de ce fameux médecin-là parce que le médecin a mégenré un individu. Puis, est-ce qu'on ne devrait pas, puis là, je sais qu'on va aller sur une piste glissante un peu, là, mais est-ce qu'on ne devrait pas, tu sais, le médecin, là, biologiquement, lui, il le sait que tu es un homme ou il le sait que tu es une femme. Sachant très bien que tu veux changer de corps, ben lui, il va faire les traitements en conséquence, mais il sait très bien qu'à la base, tu n'as pas le sexe physiquement que ce que tu te le donnes. T'sais. Puis les gens, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une forme de... Écoute, le médecin l'a échappé, tu tapes ses mains la prochaine fois quand c'est... Madame ou monsieur, ben nomme madame ou monsieur, puis tu vas le savoir. Puis est-ce que ça ne serait pas aussi à cette communauté-là, avant de vouloir piéger quelqu'un, dire bon, ben il va m'appeler madame, il va m'appeler monsieur, je vais le taper, puis je vais exposer ça au grand jour. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement rentrer dans le bureau de médecin et dire avant que vous m'appeliez monsieur, je suis madame. On parlait de Gino ou Gina tantôt, je suis Gina. Je sais, j'étais un homme avant. Il n'y a rien de mal à dire ça. On évite toute forme de chicane possible. Puis après ça, on passe à l'étape suivante, puis c'est réglé. Ça aurait été réglé. Mais pour eux, ça semble plus compliqué. Pour le commun des mortels dont on fait partie, ça ne l'est pas. Mais je répète, pour un médecin, c'est super important de savoir à quel sexe biologique, à quel être humain il fait affaire, puis il est né avec quel sexe biologique à la naissance. C'est super important en raison des organes. Oui. Mais tu sais, en tout cas, c'est un débat, je pense, qu'on a à vivre pendant quelques années encore. Puis je pense que si tout le monde met de l'eau dans son vin, il y a une transition qui doit se faire parce qu'il y a à peine, peut-être, je ne sais pas, quelques décennies, on ne parlait pas de transition de sexe. On parlait de personnes malades, souffrantes et tout ça. La communauté l'accepte. Oui, il y a des gens qui ne l'acceptent pas, mais je pense que les Québécois en général acceptent ce changement-là ou s'en sacrent totalement. Puis ils se disent, bon, ben on est rendu comme ça. Puis, tu sais, la seule chose qui pourrait être faite, moi, je pense, c'est que ça devrait être toujours pris en charge par la personne qui a fait la transition. Bonjour, je suis... Tu sais, quand il arrive dans un club et qu'il y a un échange entre un gars et une fille, mettons, le gars s'est fait opérer en fille, puis il y a un gars qui vient le draguer. Est-ce qu'il lui dit tout de suite qu'il n'est pas une femme? Tu sais, jusqu'où tu vas pour... puis ça se peut que tu arrives dans la chambre à coucher, l'autre s'aperçoit que c'est peut-être pas ce qu'il voulait. Ça passera pas. C'est une très mauvaise idée, là. Ça, de ne pas le dire, c'est une très, très, très mauvaise idée. Si on le dit pas là, pourquoi on fait exprès devant un médecin ou devant d'autres autorités? Tu sais, tu te fais arrêter par la police, puis tu as un permis de conduire, Yannick Marceau, mais dans la vie, toi, tu te penses Isabelle Marceau. Tu sais, il y a une explication qui doit être fournie aux policiers avant même de donner ton permis. Monsieur l'agent, je vis une transition. Vous allez voir, ça a l'air bizarre. Je m'appelle Yannick sur mon permis, puis un jour, je vais m'appeler Isabelle, c'est le nom que je m'ai choisi. Mais c'est vite de faire de la chenoute. Puis je pense que tout le monde est capable de comprendre ça.
Hey, nouvelle, Yann, la Terre brûle, hein? Tu savais? La Terre brûle? On bouille. Les changements climatiques font en sorte qu'on est dans une bouillotte à la grandeur de la planète, assez bouillotte pour dire que l'Alberta était en alerte en raison du froid extrême, puis un haut risque de panne d'électricité. Là, je ne te parle pas de l'auto électrique encore, là, parce que là, on a demandé aux Albertains, par messagerie d'urgence sur les téléphones, veuillez cesser, en tout cas, toute consommation folle d'électricité, puis d'essayer d'économiser. Je pense qu'en fin de semaine, j'ai entendu qu'il restait comme 10 mégawatts de lousse. Après ça, c'était terminé. Je ne sais pas ce que ça fait quand on arrive au bout, si tout déclenche puis il n'y a plus rien qui marche, mais, tu sais, visiblement, on n'a pas entendu le météorologue à TVA dire ben, c'est une catastrophe, c'est les réchauffements climatiques. Il a fait pas mal fret, puis je regardais avant d'entrer en onde tantôt, il va faire encore fret pour quelques jours. On l'appelle le vortex polaire. Cette bébite-là qui est très dangereuse pour les gens, puis on bouille. Moins 30, moins 28, moins 35, moins... J'osais avec un chum qui était avec mon gars qui était en formation pour la Gendarmerie royale. Et lui, je dis, fais-tu fret chez vous? Moins 41. Il est en Alberta. Oui. Tu sais, on essaie de ne pas mélanger météo et climat. La météo, c'est au jour le jour. Le climat, c'est sur 365 jours, puis c'est sur plusieurs années. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une panique générale. Je vais juste répondre à ta première question parce que tu demandes qu'est-ce qui arrive quand il y a une plus grosse demande que l'offre. Breaker saute-tu? Chez Hydro-Québec, là, ben Hydro-Québec va la plupart du temps acheter de l'électricité soit en Ontario ou soit aux États-Unis ou soit des producteurs indépendants qu'on a chez nous parce que oui, il y a des producteurs d'électricité indépendants au Québec, quoique certaines personnes puissent en penser. Ça, c'est le point numéro 1. Si vous vous promenez à travers le globe, il y a des endroits où ils n'ont pas suffisamment d'électricité pour desservir tout le monde. Ben, c'est des coupures par district qui se font. OK. Donc, vous pouvez aller, mettons, en Amérique du Sud, là, il y a une grande demande d'électricité. Ben, de 13 h jusqu'à 16 h dans ce secteur-là, il n'y a tout simplement pas d'électricité, puis on dessert un autre secteur. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement au niveau des communications, parce qu'au Québec, on va se le dire, il y en a qui ont besoin d'électricité pour vivre. Là. Oui. Il y en a qui ont des machines de dialyse chez eux. Ils doivent faire leur dialyse et tout ça. C'est extrêmement compliqué si tu leur ferme le breaker d'en face, mais ailleurs, ça existe, c'est leur façon de vivre. Il y a du délestage qu'on appelle, donc on délaisse un certain secteur où on les prive d'électricité, puis après ça, ben, quelques heures plus tard, l'électricité va revenir. Mais cela dit, il ne faudrait pas que ça arrive chez nous. Ici, on est dans le nord. Tu as parlé de température de moins 40. Je veux dire, tu ne peux pas vivre pendant 3 jours dans ton appartement à moins 40, tu vas crever. Ouais. Donc, c'est une raison de plus pour ce qui est d'Hydro-Québec d'essayer de produire plus d'électricité. Je pense, ça va être long. Je sais que ça va être un combat à long terme, mais la façon de produire de l'énergie mondiale proprement, actuellement, pour être sûr et certain de faire le moins de dommages possible pour l'environnement. Je vais dire quelque chose de terrible, ça s'en vient, Ben. Pour être sûr et certain de ne pas faire trop de dommages dans l'environnement, la façon la plus sécuritaire, c'est de ramener le nucléaire. Ah oui? Et non pas barrage hydroélectrique? Exactement. Mais la façon la plus sécuritaire, la plus propre, actuellement, c'est le nucléaire. C'est utilisé partout dans le monde. On a plein de réacteurs nucléaires. Fais donc une petite recherche Google là, sur les réacteurs nucléaires qu'on a au Canada. Puis, je pense qu'il y en a... Mettez vos deux mains sur le volant parce qu'on avait Gentilly au Québec, puis finalement, on a fermé ça. Le PQ a fermé ça. Mais il en reste entre 10 et 20, si je ne me trompe pas, plus vers 17-18 à peu près, réacteurs nucléaires qu'on a au Canada. Puis au Québec, ben nous, on est mieux que tout le monde. On aurait 19 selon... On en a 19 au Canada pour subvenir aux besoins de la population. Oui. Mais au Québec, on se pose une multitude de questions à savoir qu'est-ce que ça va prendre? Plus de vire-vent? Oui, mais il n'y a pas toujours de vent. C'est pas grave, plus de vire-vent. Là, plus de barrages. Oui, mais il faut négocier avec les Amérindiens. Mais les Amérindiens disent, la rivière, c'est ma mère. Donc, tu peux pas
mettre un barrage sur ma mère parce Non, que la c'est vrai. rivière, c'est ma mère. Et là, on dit, ouais, mais le nucléaire, mais on a fermé Gentilly parce que ça pouvait être dommageable, ça pouvait exploser. Oui. Hey, buddy, on en a 19 au Canada, puis 99% des gens qui nous écoutent présentement, je te parle pas à toi, là, mais 99% des gens qui nous écoutent présentement ne le savaient pas qu'on avait 19 réacteurs nucléaires au Canada en fonction. Incroyable. Mais est-ce que... Mais c'est la façon la plus sécuritaire de produire de l'électricité. Mais Gentilly, on a démoli ça comme étant la pire invention d'histoire. Oui. Puis, si on regarde accident, pas d'accident. Le réacteur, une fois qu'il est en fonction, il est en fonction. Non, et puis c'est ça. Puis tu dis que J'en finis. Tu dis que Gentilly... T'as mégenré la centrale. Oui, mais Gentilly, là, ça fait des années qu'on a fermé ça. Donc, on ne produit plus d'électricité. Mais sache qu'à tous les jours, il y a des ingénieurs qui se présentent, il y a des employés de maintenance qui se présentent à la centrale Gentilly. Et pendant 50 à 75 ans, il y a des gens qui vont être là en attendant que le noyau se refroidisse pour qu'un jour, on puisse prendre le noyau qui sera bien froid, qui sera refroidi, puis qu'on puisse en disposer. Mais il y a encore des gens qui travaillent à Gentilly à tous les jours. Là. Je ne sais pas jusqu'à quand, là, mais il y a encore des gens qui travaillent à Gentilly. Ils ont des contrats quasiment garantis jusqu'à... Amen, ainsi soit-il. Ben, c'est ça. Le PQ nous a foutu dans le trouble plus que d'autres choses avec Gentilly. Est-ce que Gentilly était au goût du jour? Je pense pas. Est-ce qu'on aurait pu mettre de nouvelles technologies comme les Américains ont fait, comme l'Ouest canadien ont fait pour être sûr et certain que ça soit plus sécuritaire que ce que Gentilly était? Peut-être. Mais actuellement, si on ramène les centrales nucléaires au Québec pour subvenir aux besoins des grosses villes comme Québec, Montréal, Laval, Trois-Rivières, Drummondville, puis les autres que j'oublie, le problème serait réglé. Ouais. Mais dis demain matin dans l'actualité que tu vas ramener des centrales nucléaires au Québec, tu vas avoir 99% du monde qui sont contre toi, qui ne savaient même pas qu'on en avait 19 au Canada. C'est ça. C'est ça le problème. Yann, je vous remercie beaucoup. Hey, on en amène Va bouillir en Alberta. Parce que là, à moins... Mon Pepsi. Ah, toi aussi, t'es au Pepsi? Bon, ben... Pepsi. Mais moi, c'est Pepsi parce que je veux pas devenir avec un dad bod. Fait que c'est Pepsi zéro sucre. OK, moi, il est diète. Tiens, santé Yannick Marceau. Tiens, c'est fait. Merci, on se reparle la semaine prochaine. Salutations aux camionneurs et camionneuses du Québec. Si vous nous avez trouvé bon, on sera meilleur la semaine prochaine. Hey, puis l'autre jour, il y avait quelqu'un qui me disait « C'est où est-ce qu'on entend Marceau? Je m'ennuie de ces soirées. » Mais c'est à Boulevard. BLVD, ça c'est sur Internet, donc blvd.fm. Puis si vous passez dans la grande région de Québec, c'est le 102.1. 102.1 FM. Et allez jaser avec Marceau. Est-ce que tu as des nouvelles encore de comment ça s'appelait celui qu'on avait rencontré dans le sud, là, qui était speedé au bout, qui était camionneur, là, je sais qu'il charriait là, pour de la poudre sèche là, qu'on appelle, là, mais tu sais qu'il ne s'était pas fait prendre aux douanes, puis qu'il y avait... J'ai dans la tête Tiggy, mais c'est pas Tiggy comme... C'est Tipol! Ouais. J'arrive avec mon chum Christian Saint-Pierre à l'aéroport. Moi, je connaissais pas les auditeurs qui venaient avec nous autres, là. Puis je vois un gars au loin, écoute, il était à peu près à 10 km de moi à l'aéroport. J'ai dit, lui, c'est clair qu'il se fait fouiller. Il passe les trucs magnétiques, là. Oui. Puis là, ben, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit hey, il semble avoir quelque chose dans sa pochette. Il y avait des culottes cargo, là. Oui. Puis dans sa pochette, à hauteur de ses genoux, il y avait quelque chose. Donc, le douanier dit hey, t'as quelque chose à hauteur de la pochette. Et Tipol met ses doigts dans sa pochette. Et après ça, il dit non, regarde, j'ai rien. Brasse un peu ses poches, lève les doigts. Et il avait mis son pote, si je me trompe pas, entre ses doigts pendant que le douanier le fouillait. Non. Puis il avait réussi à passer du pot de même. Sérieusement, ne faites jamais ça. Essayez vous pouvez perdre pas. votre droit votre droit de voyage aux États-Unis, exemple. Puis il aurait très bien pu probablement s'en procurer à destination. Ça aurait été bien plus simple. Je ne sais pas, j'ai pas les mêmes contacts que toi. Non, ni moi. Hey Yann, merci beaucoup. Je te laisse aller, puis amuse-toi, puis... s'il y a quelque chose, ben on n'est pas plus loin qu'un coup de téléphone. Salut, Truckstop. Salut, bye-bye. Yannick Marceau, que vous pouvez suivre tous les lundis ici, mais tous les midis
à Boulevard, si vous êtes dans la région de Québec. Sinon, l'application, vous pouvez l'entendre directement sur l'application. Et nous, on va se quitter pour aller jaser avec deux bonhommes au retour de la pause, Patrick Leblanc et Martin Houle. Qui sont-ils? Ils sont les fondateurs du site de ce qu'on appelle la 11 et la 17 qui crée énormément d'accidents. On va aller leur jaser.